Bonjour, mon nom est Jean-Yves Lehezet, je suis cardiologue à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Le programme que vous allez suivre concerne les anticoagulants, plus particulièrement les anticoagulants oraux directs. Beaucoup d'entre vous savent que ces médicaments sont utilisés depuis maintenant près de 10 ans. J'ai le souvenir de la communication des résultats de l'étude RELY, qui était la première, c'était au congrès de l'Association européenne de cardiologie à Barcelone en 2008. Donc bientôt 10 ans. Dans ce programme, vous allez voir, on va discuter bien entendu des acquis, des méta-analyses, des essais randomisés, des registres qui ont été colligés en conditions réelles de prescription, et puis bien entendu du rapport bénéfice-risque de ces médicaments. Et dans une deuxième partie, on parlera de ce qu'on appelle le bon usage, la bonne façon de prescrire ces médicaments. Et vous verrez que le plus important est certainement de bien faire comprendre aux patients l'enjeu des traitements anticoagulants, puisque ça va être des traitements anticoagulants à vie, et donc ce point est tout à fait capital. Je suis avec Olivier Hanon, professeur de gériatrie, hôpital Broca à Paris. Bonjour. Laurent Fauchier, professeur de cardiologie à Tours. Le thème de notre discussion, c'est un rapport bénéfice-risque des anticoagulants oraux directs dans la vraie vie. Alors, comme chacun sait, j'aime pas la vraie vie. Le terme vraie vie, il n'y a pas de fausse vie. J'aime bien ce terme que j'ai déjà entendu dans la bouche d'Olivier d'ailleurs. En conditions réelles de prescription, c'est un peu long, mais c'est plus vrai. Voilà, ça va être ça notre discussion maintenant. Alors, on peut peut-être commencer par vous poser la question. On a vu pas mal de méta-analyses, notamment des grands essais qui ont été faits avec ces anticoagulants oraux directs. Comment on peut résumer la chose? Ce qu'on peut dire actuellement, c'est que la méta-analyse principale, 80 000 patients avec les 4 anticoagulants oraux directs, on a un bénéfice avec les nouveaux produits, moins 19% sur un critère accident cérébral, embolie systémique. Et cela avec une bonne sécurité et surtout un avantage, c'est moins soit 50 à 60% de saignement intracrânien, ce qui fait tout le bénéfice des produits. Alors moi je dirais justement, je reviendrai sur cet effet majeur sur les hémorragies intracérébrales. Il y a eu des méta-analyses, notamment une très grosse, uniquement chez les patients les plus fragiles de plus de 75 ans, près de 33 000 patients, à partir des essais. Et on retrouve dans cette population cette diminution du risque de 50% des hémorragies intracérébrales, qui est la complication majeure qu'on redoute chez une personne âgée sous anticoagulant. Donc un vrai bénéfice sur ces hémorragies intracérébrales. D'accord, donc ça c'est l'acquis. C'était les grands essais en question. Donc après, on passe à la fameuse vraie vie. Vraie vie, on a vu un certain nombre de registres qui ont été publiés. Comment on peut résumer tout ça? Alors, ces données sont apparues et elles-mêmes ont été méta-analysées. Et ce qui est apparu, c'est que les résultats sont très similaires, en particulier en termes de sécurité. Le plus disponible, c'est avec le dabigatran parce que c'était le produit apparu le premier. C'était surtout des problèmes, l'inquiétude concernait les saignements. L'absence de monitoring allait-il se traduire par plus de saignements? Non, on a plutôt une meilleure tolérance et confirmé le bénéfice en termes de saignement intracrânien. L'étude qui est spécialement notable et la première apparue, c'était celle aux États-Unis, 140 000 patients, le registre Medicare, avec le dabigatran à nouveau. Les chiffres très similaires pour le bénéfice en termes d'événements thromboemboliques, moins 20%, et on a moins 65% de saignement intracrânien, donc très similaire à ce qu'on avait trouvé dans les essais. Et puis un point qui pouvait être rassurant au terme sur la sécurité pour les événements coronariens, donc registre qui est le premier apparu et important quand même dans ce domaine. Ce qui est très important, je dirais, c'est ces registres, c'est quand même des conditions réelles de prescription. Donc il y a vraiment les patients qui n'ont pas été inclus forcément dans les essais randomisés, ce qu'on appelle les plus fragiles. Par exemple, dans l'étude qui vient d'être citée, Medicare, il y avait près de 25 000 patients de plus de 85 ans. Donc on a vraiment des patients très très âgés, très fragiles, qui ont été là, chez qui les médicaments ont été donnés, et on retrouve exactement les mêmes résultats, et notamment moins d'hémorragie intracérébrale.
Et en France, il y a eu là aussi une grande étude observationnelle, une étude de registre, l'étude NACORA, 72 000 patients, et là encore 21 000 patients de plus de 80 ans. Et de nouveau, quand on regarde les résultats, moins d'hémorragie majeure sous AOD, ici c'était avec le dabigatran, et moins d'hémorragie majeure ou de décès avec le dabigatran, 18% de moins. Donc on retrouve en vraie vie, entre guillemets, les mêmes résultats, même dans les populations les plus âgées. Puis dernier point, ces registres-là sont faits le plus souvent par des académiques. Medicare, c'est la FDA, et là c'était l'assurance maladie. Alors, le dernier type d'information qu'on peut avoir, c'était obtenu au Danemark. Ça a l'avantage d'être à l'échelle du pays complet et donc, à nouveau, pas trop biaisé en termes de sélection de patients. Et l'intérêt, c'est de voir apparaître des résultats avec les 3 produits disponibles, dabigatran, rivaroxaban, apixaban, avec des nuances un petit peu dans les résultats, mais qui vont dans le sens, comparé aux antivitamines K, que le bénéfice général de la classe thérapeutique vis-à-vis des antivitamines K est confirmé pour les événements intracrâniens en particulier. Moi, je dirais que c'est effectivement un point dans tous ces registres. Il n'y a pas un seul registre où finalement les AVK vont faire mieux que les AOD. Et ça, c'est quand même vraiment très, très, très concordant. Et on a vu tout à l'heure 700 000 personnes maintenant dans ces registres inclus. Il n'y en a pas un où l'AVK fait mieux que les AOD. D'accord, c'est clair. Alors, il y a un point qui intéresse les prescripteurs au quotidien, c'est le risque hémorragique, puisque les anticoagulants, quels qu'ils soient, ils impliquent un risque hémorragique. Comment vous cernez au mieux le problème actuellement ? Alors, il y a eu dans les dernières recommandations une modification à la marge, mais c'était le score Hasbled qui était devenu le plus connu dans son genre. Oui, j'ai toujours été impressionné par le fait que le Chasvas, par exemple, était bien utilisé. Dans les courriers, on les trouvait. Le Hasbled, jamais. Donc, je pense que ce n'était pas forcément un bon choix. Et puis, l'élément complémentaire qui l'a fait, je suppose, retirer, c'est que même s'il est relativement performant d'un point de vue mathématique, il y avait quand même, à la fin, le score Hasbled est élevé, donc je ne prescris pas le produit anticoagulant. Donc, je pense que c'était plus, non pas parce qu'il ne marchait pas bien, que dans un souci pédagogique pour éviter de se retrouver où les gens ne prescrivent pas du fait du Hasbled. Donc finalement, il y a plutôt une liste de paramètres dont on sait que c'est des éléments de risque hémorragique. Et du coup, effectivement, dans les recommandations, c'est plutôt bien fait et assez clair. On a des facteurs de risque hémorragique dits modifiables. Par exemple, l'hypertension non contrôlée, le fait de garder de l'aspirine au long cours alors qu'il n'y en a pas forcément besoin. Et puis des facteurs de risque dits non modifiables, l'âge, bien sûr, le fait d'avoir déjà eu un antécédent d'hémorragie, par exemple, ou d'avoir déjà fait un AVC. Et puis sont rajoutés d'autres nouveaux biomarqueurs qu'on ne connaît pas encore très bien, comme la troponine, le GDF15, et bien sûr la clairance de la créatinine, qui reste le point majeur quand on prend un AOD. D'accord, donc si on résume notre discussion, les essais randomisés, on les connaissait. On a vu la méta-analyse qui clairement montre l'intérêt de toute la classe. On a vu des confirmations en conditions réelles de prescription. Et puis, le dernier point de notre discussion qui est plus nouvelle, c'est cette nouvelle façon, c'est pour l'instant ce qui est le plus intéressant dans les nouvelles recommandations européennes qui n'apportent pas énormément de choses, de voir les choses sur le risque hémorragique, essayer de réfléchir en facteurs modifiables, non modifiables, pour, bien entendu, essayer de corriger ce qu'on peut corriger pour diminuer ce risque hémorragique. Nous allons maintenant envisager l'utilisation des anticoagulants oraux directs en pratique, ce qu'on appelle le bon usage, la bonne façon de les prescrire. Donc on va rester vraiment dans le pratico-pratique. Je suis toujours avec Laurent Fauchier, et maintenant également avec Jean-Claude Deharrault, professeur de cardiologie à Marseille. Alors, je peux peut-être poser la première question à Laurent Fauchier. Si on réfléchit au fait qu'on a maintenant des antivitamines K, des anticoagulants oraux directs, est-ce qu'il y a des indications préférentielles pour les uns ou pour les autres ? Alors, le point qui est un peu nouveau dans les dernières recommandations, c'est que les indications ont été un petit peu élargies ou clarifiées pour les cas des patients à relativement bas risque, ceux qui ont un facteur de risque et un facteur de risque indépendamment du sexe. C'est-à-dire qu'il vaut mieux pas trop dire Chasvas 1. Pour tous ces patients qui ont un facteur de risque, et encore plus quand il y en a deux, il faut prescrire un anticoagulant oral, et les recommandations donnent une préférence aux anticoagulants oraux directs du fait
de leur praticité et du bénéfice déjà évoqué sur les accidents hémorragiques intracrâniens. Alors, quelles sont les situations qui justifient d'autant plus l'usage des anticoagulants oraux directs? Les gens qui, sous antivitamine K, avaient un INR qu'on n'arrivait pas bien à stabiliser, qui en avaient au moins, qui n'avaient pas 2 INR sur 3 dans les bonnes fourchettes, des gens qui avaient eu des complications ou une mauvaise tolérance des antivitamines K, ou des gens pour lesquels il y avait une surveillance qui était difficile ou pour lesquels il y avait une réticence à avoir un monitoring. Et en revanche, les indications préférentielles de garder les antivitamines K ou de choisir les antivitamines K vivent des non-indications, contre-indications des anticoagulants oraux directs, les insuffisants rénaux, les patients qui ont un rétrécissement mitral ou une prothèse mécanique, et puis enfin les gens qui sont contents avec les antivitamines K parce que bien tolérés et habitués à ce type de produit. Ok, donc c'est clair. Maintenant, fibrillation atriale valvulaire, on réserve ça à prothèse mécanique, sténose mitrale significative. Oui, voilà. Ce terme a été retiré parce qu'il était, finalement, il nous mettait dans des situations intenables. Le terme de fibrillation atriale valvulaire, dans les recommandations, a été retiré pour éviter les malentendus et on s'en tient à rétrécissement mitral, prothèse mécanique. On est d'accord. Alors, en pratique, on décide de donner un anticoagulant oral direct. Comment on commence l'initiation? L'initiation, je crois que c'est vraiment quelque chose de très important. On va démarrer un traitement que le patient devra prendre a priori pendant très longtemps, pour ne pas dire toute sa vie. Donc je crois qu'il est très important, bien sûr, on ne va pas parler de ce qu'on doit toujours faire, c'est-à-dire savoir si le patient est réellement éligible aux anticoagulants d'une part, il n'y a pas de risque salement trop important, on en reparlera, mais aussi s'il est éligible aux AOD, en particulier on étudiera la fonction rénale, ça c'est certain. Mais surtout, je crois que la première consultation, la consultation d'initiation, c'est une consultation au cours de laquelle on doit s'assurer que le patient ait bien compris le message qui consiste à lui dire que ce traitement est un traitement qui est très important pour lui et pour un risque qui n'est pas forcément palpable, ce risque d'accident vasculaire cérébral. Donc moi, j'utilise beaucoup lors de cette première consultation des chiffres, j'utilise des pourcentages qui sont toujours bien sûr assez grossiers, mais qui permettent de bien planter le décor. Vous avez un risque, même s'il n'est pas palpable, et il va falloir prendre un traitement et le prendre de façon continue, surtout sans arrêt. Donc l'initiation, pour moi, c'est de la pédagogie, une explication de la raison pour laquelle on prescrit. Oui, j'aime bien, moi, aller jusqu'au fait que souvent les gens se disent « Ah, mais vous allez me donner un anticoagulant ». Bon, ils savent que ça risque de faire saigner et que l'argument, c'est qu'on sait très bien quand le prescrivant, c'est ce qu'on a vu dans toutes les études, le nombre d'embolies qu'on va éviter est largement supérieur au nombre d'hémorragies qu'on peut créer. Et je crois que ça, si le patient le comprend bien, c'est un argument fort. Alors, on en vient maintenant au problème donc, du saignement, puisque je viens de l'évoquer. Le risque de saignement sous AOD, bien entendu, il existe comme avec tous les anticoagulants. Comment gérer ça? En particulier, une question que je pose à Laurent Fauché sur le problème du saignement mineur, qui est vraiment notre quotidien, et le quotidien de tous les cardiologues, tous les prescripteurs. Alors, c'est effectivement le problème. Quoi faire? Que dire aux patients? Je crois que sur le principe, il faut avoir une politique volontariste et essayer de reprendre ou de garder l'anticoagulant, éventuellement de l'interrompre le temps d'un saignement mineur, et puis réfléchir sur ce saignement mineur. Est-il évitable? Est-ce qu'il y a une lésion qui peut être traitée et le saignement ne réapparaîtra pas? Est-ce qu'il y a un facteur de risque hémorragique qui, là aussi, peut être modifié? On en a parlé précédemment, hypertension anti-inflammatoire. Et si on a l'impression que le saignement mineur a une probabilité modeste de revenir, a priori, il y aura un bénéfice à reprendre le traitement et à le poursuivre au long cours. Ce qui n'est pas toujours facile psychologiquement pour le patient. Et je rejoins ce que dit Jean-Claude, c'est du temps passé pour expliquer le bénéfice au long cours. Ce qu'il faut voir, c'est au long cours parce qu'il n'y aura pas un bien-être immédiat, voire même possiblement des petits inconforts, mais il faut aller vers cette protection au long cours. Alors, on va peut-être finir sur ce point-là en le faisant discuter par Jean-Claude. On arrive donc dans la discussion compliance, persistance, etc. Comment gérer ça? Quelle importance ça a?
Bon, ça a évidemment beaucoup d'importance. Je crois que c'est d'autant plus facile à expliquer lors des consultations de suivi, qui sont des consultations où il faudra bien sûr faire des piqûres de rappel. C'est d'autant plus facile à expliquer aux patients qu'on a la première fois, lors de la première consultation, bien expliqué les choses. Donc pour moi, les consultations de suivi, elles sont relativement simples. Je m'assure uniquement que le message est bien passé. Éventuellement, je discute des points qui ne seraient pas clairs. Et puis là, par contre, je suis extrêmement attentif à la fonction rénale, parce que je l'étais bien sûr lors de l'initiation, mais il y a des modifications de fonction rénale au cours du temps qui peuvent apparaître. Je suis attentif aussi à un saignement qui serait apparu et qui se manifesterait s'il est occulte par une modification du taux d'hémoglobine. Donc là, je vais aller regarder des paramètres biologiques et puis à chaque fois, j'en remettrai bien sûr une petite couche sur la nécessité de poursuivre le traitement, de ne surtout pas sauter de prise. Je poserai des petites questions pour savoir s'il est pris au bon moment de la journée. Voilà, je crois qu'on rappelle ce qu'on a dit la première fois. Très bien. Donc je crois qu'on a pas mal cadré les choses. Bon usage, ça implique de bien choisir les indications. On a vu les séparations pour AVK, AOD, avec le problème de fibrillation dite valvulaire. On a parlé de l'initiation, gestion des saignements mineurs, dire aux patients de ne pas s'affoler que c'est banal, qu'il n'arrête pas pour ça, et que donc la problématique, c'est qu'il puisse garder son traitement, puisque c'est un traitement à vie, comme Jean-Claude Haro nous l'a bien dit. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire comme conclusion de ce que l'on vient d'entendre ? Les données maintenant que l'on a sur l'utilisation des anticoagulants oraux directs sont vraiment énormes. 72 000 patients ont été inclus dans les études qui ont permis les autorisations de mise sur le marché. On a des données très solides, non seulement sur ces essais randomisés qui concernent bien entendu qu'une certaine catégorie de patients, mais sur les patients en conditions réelles de prescription, c'est toutes les données des registres que l'on a évoqués. Le rapport bénéfice-risque, maintenant, il est bien cerné pour ces médicaments. L'acquis, indiscutablement, c'est la diminution par rapport aux antivitamines K du nombre d'hémorragies intracérébrales qui a été retrouvé partout, essais randomisés, registres. À chaque fois, c'est cohérent, on retrouve la même notion. La notion de facteur de risque hémorragique modifiable est nouvelle et intéressante et il faut s'y arrêter, effectivement, pour les rechercher et donc, bien sûr, pour les corriger. Dans la deuxième partie, on a vu l'importance de la persistance et ces anticoagulants oraux directs doivent permettre d'avoir, a priori, une meilleure persistance. C'est important pour le cardiologue d'insister sur cette notion à l'initiation, mais non seulement à l'initiation, mais également à chaque visite, de réinsister auprès du patient et pour le cardiologue aussi, bien entendu, de penser au contrôle de la clairance de la créatinine, pas seulement à l'initiation, mais aussi au fur et à mesure de suivi et tout au long de la vie du patient.